Amis réfractaires, bonsoir, on est aujourd'hui le lundi 4 mai et comme tous les jours de la semaine sur la chaîne du Canard Réfractaire, on va faire une revue de presse. Et si tu as vu la dernière, peut-être que tu as entendu le fait que les revues de presse allaient changer de format cette semaine. Et c'est ce qui était prévu, sauf que là on a rencontré quelqu'un sur le YouTube à travers des commentaires qui nous propose de monter les épisodes. Ce qui fait que moi j'ai plus qu'à les écrire et à les tourner et c'est quelqu'un d'autre qui les monte et qui les publie. Ce qui représente un gain de temps d'à peu près 5-6 heures par jour pour te donner un ordre d'idée. Ce qui fait que pour cette semaine on va essayer de s'organiser comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui monte et peut-être qu'à ce rythme-là on va pouvoir faire des revues de presse tous les jours. Sachant aussi que, ça c'est la surprise, cette semaine il y aura 2 vidéos hors série importantes, la première sur la dérive autoritaire du pays et la deuxième sur le retour à l'école. Et en plus de ça, tu auras le premier épisode pilote de la radio des réfractaires. Ce qui fait qu'il y aura vraiment beaucoup de contenu très cool sur cette chaîne cette semaine. Et si tu ne veux rien louper, tu peux t'abonner. Mais nous n'avons que trop parlé dans cette intro parce qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Et avant de passer aux 3 informations qu'on va développer longuement, on va parler rapidement de 3 brèves. Et on commence cette première brève avec une histoire presque touchante. C'est notre Jupiter Ier, notre président à nous, qui a appelé au hasard sur le répertoire un boulanger pour savoir comment lui, il vivait la crise du coronavirus. Mais déjà, il y a un truc qui merde dans cette histoire, c'est le fait que on soit au courant. Parce que évidemment, le président Macron a appelé ce boulanger-là et il a aussi appelé énormément de médias, de milliardaires, BFM TV et compagnie, pour qu'ils racontent cette histoire. Et évidemment, cette histoire-là, c'est de la mise en scène, c'est de la communication, et il y a 2 choses vraiment incroyables qui en découlent. La première, c'est que le président, il a besoin de coups de communication pour essayer de se rapprocher du peuple. C'est que déjà, il a des trucs à justifier, et peut-être que s'il veut se rapprocher des gens, il a qu'à faire des mesures qui défendent l'intérêt général, des lois qui défendent l'intérêt général. Tu vois, il aura pu, par exemple, rétablir l'ISF pour choper de l'argent aux plus riches, pour essayer d'investir dans l'économie réelle, dans les petites PME, je sais pas, un truc un peu où tout le monde serait d'accord. Mais non, il laisse l'ISF, mais par contre, il fait des unes de BFM TV pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Sauf que nous, on se contrefiche de ce que dit BFM TV. Nous, ce qu'on veut, c'est des lois. Sauf qu'il les fait pas. Donc il fait des plans de com. Mais la deuxième chose, et c'est là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce boulanger, évidemment, c'est pas un boulanger qui sort de nulle part. Et le fait que l'intégralité des médias quasiment, des médias de milliardaires, ont relayé cette information sans jamais, à aucun moment, vérifier qui était cette personne, c'est juste incroyable. Et on va faire avec vous le travail de vérification qu'un mec de BFM TV, qu'un journaliste de BFM TV aurait dû faire dès le début, avant même de publier l'article. Sur cette histoire, on sait 2 choses. Le mec s'appelle Jocteur et en plus, il a une boulangerie. Alors si on tape ça sur Google, on retrouve l'adresse, on arrive à voir quel arrondissement de Lyon c'est et avec ça, on a le nom du gars, on sait où potentiellement il peut se présenter aux élections municipales pour savoir si oui ou non, il a un lien avec la politique et avec le parti de la République En Marche. Et donc on regarde pour 2020, là on voit qu'il n'y paraît pas. Par contre, en 2014, il était sur une liste. Une liste qui a été menée par Gérard Collomb. Gérard Collomb qui était l'ancien ministre de l'Intérieur avant qu'il démissionne après l'affaire Benalla. Et ça c'est vraiment 30 secondes de vérification, N'importe qui a une connexion internet peut faire un meilleur travail de journalisme en 30 secondes que des mecs qui travaillent à BFM TV. Voilà, il faut juste le savoir. Voilà, la démonstration est faite. C'est beaucoup trop long pour une brève, mais cette histoire-là, elle est plutôt intéressante parce que ça montre à quel point les médias sont capables de relayer n'importe quoi, de pas vérifier et que dès que le pouvoir balance un truc, eux, ils le relaient, ils ne regardent même pas. Mais en même temps, en France, les médias sont possédés par des milliardaires. Et pour eux, la situation de la crise du coronavirus, elle est plus que rentable. Un article de Reporter précise qu'entre la mi-mars et la mi-avril, la richesse des milliardaires américains a augmenté de 282 milliards de dollars. À lui seul, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, a engrangé 25 milliards de dollars rien qu'avec la crise du coronavirus. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, tu as 15% de la population active qui est au chômage. Ça représente 22 millions de personnes. Ce qui fait que aux États-Unis, les 400 personnes les plus riches là-bas, elles possèdent autant que les 66% les plus pauvres. Tout va bien. Bon là on parle des États-Unis, mais vous inquiétez pas, en France on est pas mal lotis. Et là on va pas parler des inégalités sociales, on va parler de la répression policière.
En fait, tu as plein d'histoires qui circulent là en ce moment sur Internet, de dérives autoritaires, de dérives policières. Et pour cette brève-là, on va en parler de 2 en particulier. Au 1er mai, la Brigade de solidarité populaire à Montreuil a organisé, comme ils font d'habitude, une distribution de bouffe gratuite pour les personnes qui n'ont pas de thunes. Et donc ils font ça à 10h, bon, tout se passe bien, tu vois, tranquille, ils balancent des patates, des poireaux, tout ça, ils sont contents. Et à 13h, t'as les flics qui arrivent. Beaucoup de flics qui arrivent. Ils nassent toutes les personnes qui sont là, que ce soit ceux qui distribuent la bouffe ou que ce soit ceux qui les reçoivent, et ils les verbalisent quasiment toutes. Des personnes distribuent de la bouffe gratuite en France pendant une pleine période d'épidémie, là où les injustices sociales explosent, et la police arrive pour démanteler ça et pour foutre des amendes à ces personnes-là. Et pourquoi ils ont fait ça les flics? Notamment parce que cette brigade, c'est un groupe anarchiste. Et en France, il fait pas bon pour les anarchistes de faire des actions militantes, parce qu'il y a la police politique qui veille. Et il y a eu une scène similaire dans le 18e arrondissement de Paris. Là-bas, il y a un square comme ça un peu rond, et les gens ont pris l'habitude en soirée de sortir de leur balcon, de faire de la musique, un verre à la main, tu sais, pour profiter un peu des gens et voir des visages qui ne sont pas sur des écrans et essayer de tenir pendant cette période de confinement, surtout que en ville c'est quand même un peu la galère. Et là, il y a eu ni attroupement, il y avait personne dans les rues, enfin t'avais 2-3 personnes dans les rues comme d'habitude, et t'avais pas de violence, t'avais rien, t'avais juste de la musique, des verres, des sourires, tout va bien. Et là, vous devinez la suite, hein. Il y a la musique, alors les policiers, ils arrivent avec leurs gyrophares, ils arrivent, 4 mecs bien baraques, ils montent à l'étage de la musique, pour éteindre l'enceinte. Et évidemment, les habitants sont un peu choqués par ça, et donc leur première réaction, c'est de chanter tous ensemble la Marseillaise, ce qui est plutôt stylé, et s'ensuit une conversation lunaire entre les flics et les habitants, que je vous conseille de lire sur l'article du Point. Comme quoi, faut pas prendre trop d'avance sur les jours heureux, c'est le président, lui tout seul, qui nous prépare ça. Et pour cette première info, on va parler d'un sujet très gai, puisqu'il s'agit de la déforestation de l'Amazonie. On en a déjà parlé très rapidement, mais là on va s'attarder un petit peu sur l'article de Reporter qui est sorti il y a pas longtemps à ce sujet. En 4 mois, l'Amazonie a perdu l'équivalent de 7,5 fois la superficie de Paris, soit 800 km². Et tu as plusieurs causes à ça. La première, c'est l'abandon total de la surveillance de l'État par rapport à la déforestation. Tous les gardes forestiers sont rentrés chez eux pour limiter les contaminations. Ce qui permet aussi aux copains de Bolsonaro, notamment le lobby agro-industriel, de pouvoir déchiffrer tranquillement en sachant pertinemment que personne ne va les verbaliser ou ne va les contraindre vu qu'il n'y a plus d'autorité sur place. Mais tu as un autre phénomène un peu plus pervers, je trouve, c'est le fait que vu que tout le monde a perdu la confiance dans l'économie, dans les banques, dans les fonds de pension, dans le pétrole, tout ça, ils vont vers des valeurs refuges, tu sais, les trucs que tout le monde a confiance tout le temps, et c'est notamment les minerais. Et une des premières causes de déforestation en Amazonie, c'est l'exploitation minière. Ce qui fait que logiquement, tu as eu une augmentation de l'exploitation et donc de la déforestation. Cette déforestation, elle a eu lieu à 99% dans des zones protégées. Mais tu sais, le dicton que tu avais au lycée quand tu faisais des conneries, tu disais pas de flics, pas de loi, ça marche aussi pour les multinationales. Petite note au passage d'ailleurs, tu as 2 manières pour un gouvernement de faire valoir les intérêts de ses petits copains. La première, c'est de faire une loi qui directement les avantage. Ou, en deuxième recours, si tu as une loi qui les désavantage, faire en sorte que cette loi-là ne puisse pas être appliquée. Par exemple, en France, c'était beaucoup trop impopulaire de faire une loi qui allait faciliter encore plus l'évasion fiscale. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est supprimer massivement des emplois de contrôleurs fiscaux pour les grandes entreprises. Comme ça, oui, c'est vrai, ce qu'elles font, c'est illégal, mais vu que t'as pas de flics, c'est comme si t'avais pas de loi. Autre point, le gouvernement fout la pression aussi sur les militants écologistes, et là c'est encore moins gai qu'avant. Tu as par exemple le directeur de la principale institution environnementale au Brésil qui a été licencié. Et ça pendant qu'il était en train de mener une opération contre l'exploitation des mines illégales. Et ça c'est clairement un sabotage des contre-pouvoirs écologistes qui a été mis en place au Brésil pour faire en sorte que ce soit le gouvernement et les multinationales qui décident de tout. Et pareil pour les indigènes, tu as Bolsonaro qui veut faire voter une loi qui permet l'exploitation minière dans des zones protégées parce que c'était pour des indigènes. Et pour mettre ça en place, la bonne idée qu'ils ont, c'est de tuer les opposants politiques. Voilà, tu avais un leader politique indigène qui s'est fait tabasser, qui est mort, il avait 33 ans. Voilà, tout va bien. En plus de ça, le pays se prend dans les dents la crise du coronavirus, puisque c'est le pays avec le taux de contamination le plus élevé au monde.
Et ça notamment avec une gestion catastrophique de la crise, avec un négationnisme de Bolsonaro et avec une destruction de tout le service de santé là-bas. Mais sauf que le gouvernement Bolsonaro, il fait quand même des trucs. Tu as le chef du secrétariat du gouvernement qui a demandé aux médias d'être plus positifs et de moins montrer les images de cercueils qui circulent énormément là-bas et sur les réseaux sociaux. Et tout ça dans l'indifférence internationale et notamment de l'Union européenne puisque elle est en train de préparer autre chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus pertinent, de beaucoup plus utile pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième info. C'est une info qu'Osons Causer a déjà bien développée dans une de ses dernières vidéos. Mais le truc est tellement gros que franchement on peut pas se passer d'en parler ici. L'Union européenne, et je parle bien là de l'institution, la Commission, le Parlement, les grands bâtiments, les drapeaux, tout ça, l'Union européenne s'apprête à lancer un financement participatif. Et pourquoi ils font ce financement participatif? Eh bien pour soutenir les personnes qui galèrent avec le coronavirus, les entreprises ou les ménages. C'est-à-dire qu'ils vont faire exactement pareil que les gars qui veulent lancer un jeu de société. Ils vont sur Ulule, ils vont sur KissKissBankBank, ils demandent des sous et puis comme ça ils peuvent faire leur projet quoi. Sauf que là, c'est l'Union européenne. C'est tellement gorafi quoi. À noter, l'Union européenne c'est le premier PIB au monde. C'est à la fois comique et pitoyable, mais aussi ça permet de parler d'un tabou, c'est celui de la fiscalité en Europe. Parce qu'avec l'euro et avec la libre circulation des capitaux qui est protégée par les traités, eh ben, l'optimisation fiscale, ça va de bon train. Il y a tout le monde qui fait des entreprises en Irlande, au Luxembourg, à Monaco, et tout ça, c'est légal, et tout ça, c'est permis grâce aux traités européens. Et au lieu de réglementer l'Irlande, le Luxembourg, Monaco, au lieu d'essayer d'harmoniser fiscalement tout ça, au lieu de taxer les dividendes, par exemple, au lieu de taxer les transactions financières, eh ben, l'Union européenne fait un financement participatif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tout le temps des opérations de communication de la part des gouvernants. Tu as la réalité économique et dessus se superposent des opérations de communication. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans l'actualité. Mais là, encore une fois, c'est une opération de communication en espérant que l'Union européenne arrive à faire culpabiliser suffisamment de personnes pour essayer de renflouer les caisses. L'Union européenne préfère faire un financement participatif et se ridiculiser et devenir pitoyable à cause de ça, plutôt que de taxer BlackRock. Et c'est une preuve, s'il en fallait une, que l'Union européenne ne fait que servir les intérêts des grosses entreprises et est incapable d'imposer quoi que ce soit. Et si tu veux en savoir plus là-dessus, je te mets en description, évidemment, la super vidéo qu'on fait Osons Causer à ce sujet. Mais en même temps, je reviens là-dessus, c'est pas étonnant que les gouvernants ils font que des opérations de communication. Parce que avec le dogme libéral, tu laisses l'économie tout faire et tu refuses d'une certaine façon de gouverner. Et la seule chose qui te reste, c'est de porter des costumes cravates, de passer à la télé et d'essayer de jouer avec les médias pour que tu aies l'impression de gouverner. Et l'Union européenne, ils sont évidemment coupables de ça, mais tu as un cas d'école hyper intéressant qui est sorti là sur Mediapart sur Brigitte Macron. C'est la troisième info. Bon là d'habitude j'essaie un peu de détacher l'information de l'opinion, mais cette histoire-là elle est tellement lunaire que franchement c'est impossible. La femme du président, messieurs dames, a décidé de se battre, de travailler tous les jours, d'être à fond, de passer plein de coups de téléphone pour essayer d'organiser une levée de fonds pour les hôpitaux parisiens. Elle continue ainsi une vieille tradition impériale et chiracienne de la première dame du pays qui protège son peuple et surtout la veuve et l'orphelin. Brigitte Macron, elle a donc un époux assez influent et de cette façon, elle a pu devenir la présidente de la fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et vous savez qui siège dans cette fondation avec elle? Jean-François Cirelli, JF. Je sais pas si tu le connais toi JF, mais Macron et Brigitte doivent très bien le connaître parce que c'est le patron de BlackRock France. Voilà. Entre nous, est-ce que ça pose un problème qu'un fonds de pension aussi vorace et aussi cupide que BlackRock soit au conseil d'une fondation pour les hôpitaux publics qui est présidée par la première dame du pays? Je pense que ça pose absolument aucun problème de conflit d'intérêts. Notre Brigitte, donc, prépare la charité et comme savent faire les personnes de son rang, elle le fait savoir. Parce que chez eux, rien n'est donné sans un retour spectaculaire et sans une de Paris Match. Paris Match, c'est vraiment le cas exemplaire parfait qui montre la servilité que peut avoir un média par rapport au pouvoir en place. Et c'est Branco qui en parle le mieux de cette histoire de consanguinité parisienne, parce que Paris Match, c'est détenu par Lagardère qui avait usé des services de Macron pendant qu'il était à Rothschild, et qui après a largement organisé sa campagne présidentielle en lui offrant une quantité incroyable de une, alors que c'était pas du tout justifié.
Et c'est notamment à Paris Match que travaille Mimi Marchand, qui est devenue une conseillère communication d'Emmanuel Macron. Et elle a fait des fausses paparazzades où on voit le couple Macron-Brigitte, tu sais, main dans la main, comme ça fait fureur chez les EHPAD en France. Et Paris Match, qui d'ailleurs, et c'est pas une blague, dit comme ça paraît une blague, mais c'est pas une blague. Là, quand je suis allé ce matin sur ce site, ce magnifique site de Paris Match, en première photo, il y avait BHL qui posait de manière BHLien, tu sais, de manière pas du tout naturelle face à un portrait de Lénine et un portrait de Marx. Et je ne pensais pas en me réveillant ce matin que j'allais voir cette image aussi rapidement. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est cette une papier de Brigitte Macron à propos des hôpitaux de Paris. Et Paris Match, qui n'ont honte de rien, ils publient à leur une la photo de Brigitte Macron avec marqué « Confinée et engagée, Brigitte Macron au secours de l'hôpital ». Un hôpital, au passage, que Macron a savamment détruit avant, mais maintenant qu'il est en danger, il faut le sauver parce que ça fait une de Paris Match, alors que des lois sur la sécurité sociale et sur la T2A, ça fait pas de une de Paris Match. Mais même au-delà du spectacle et du pitoyable de ce genre de truc, il y a quelque chose d'encore plus scandaleux. Pour récolter une toute petite somme, la première dame du pays, enfin Brigitte Macron, il n'y a pas de titre qui s'appelle première dame du pays, ça n'existe pas ce truc-là. Brigitte Macron, elle veut vendre des meubles qui appartiennent au Trésor du mobilier national. Le mobilier national, c'est un truc qui est géré par Hervé Lemoine, qui a été nommé par le président et qui est un grand ami du couple présidentiel. Donc tu vois, ils s'organisent un peu entre potes pour essayer de faire des coups de com'. Sauf que le problème, c'est que la vente de ce mobilier-là, c'est totalement illégal. C'est un truc inaliénable, ça appartient au peuple français et c'est pas Brigitte Macron qui a le droit de le vendre, ce truc-là. Et c'est ce que nous parle un article du Vu du droit. Seule la vente de meubles déclassés, en mauvais état, sont possibles, mais ça, normalement, ça nourrit directement le trésor public. C'est pas du tout pour servir d'opération de communication pour la femme du président, ni pour une fondation quelconque, c'est juste des trucs qui doivent se faire un peu en scred pour l'État. C'est pas du tout pour une opération de com. Mais nos monarques républicains, ils osent tout, ils se croient propriétaires de tout le pays et ils sont soutenus par leurs laquais historiques. Ils sont toujours à l'affût d'un pitoyable et grotesque coup de com et ils sont totalement déconnectés du pays. Et ça ressemble quand même à une gouvernance de lèche-bot, quoi, de mecs incapables, une gouvernance de cour qui est absolument décadente et incapable de répondre à quelconque crise qu'on est en train de passer ou qu'on va se prendre dans la gueule. C'est pour ça qu'après le déconfinement, il faudra quand même songer à virer ces personnes-là et ne pas oublier tout ce qu'elles ont fait. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une revue de presse habituelle. Et d'ailleurs, petit message au passage, cet épisode-là a donc été monté par Marine. Et si tu pouvais la remercier par commentaire, ce serait au top. Parce que Le Canard, on en parle assez souvent, c'est un média qui se veut participatif. Et on va essayer de faire en sorte de mettre ensemble plein de compétences, plein d'envies, plein de personnes pour monter plein de projets. Et donc là, petit à petit, ce truc-là est en train de se construire. Et c'est plutôt satisfaisant de voir ça. Surtout quand ça permet de gagner un temps de dingue de montage et de pouvoir se concentrer sur autre chose qui vont très rapidement arriver pour la chaîne, c'est-à-dire un épisode spécial sur la dérive autoritaire, un autre sur le retour à l'école. Et si ce genre de contenu, ça te botte, le meilleur moyen d'y participer, c'est de le partager à tes amis sur Facebook, sur les réseaux, tout ça. Et si tu es sur YouTube, tu peux aussi t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et dans une semaine, c'est le 11 mai, ça veut dire que on va pouvoir enfin sortir de chez soi et refaire des actions militantes, même si ça va être compliqué avec les réglementations et tout ça, mais il y a moyen de faire des trucs chouettes. Et donc si tu as des idées d'actions à mener après le confinement, pour les personnes qui sont en zone verte, tu peux mettre par commentaire. On va essayer de prendre le meilleur de ces idées-là pour en parler dans une prochaine vidéo. Que ce soit de l'affichage, du tractage, de l'éducation populaire, du théâtre de rue, de tout ce que tu veux, des choses légales ou pas, mets-les par commentaire et on en parle après. En attendant, prenez soin de vous et puis passez un bon confinement.